suis chargé d'études au collectif interassociatif sur la santé en Rhône-Alpes. Je vous remercie de votre invitation à participer à cette journée. En préalable, je tiens à excuser Serge Pellegrin, vice-président du CISRA, qui pour des raisons personnelles n'a pas pu être présent aujourd'hui, et j'essaierai, dans la mesure du possible, d'être aussi intéressant que lui peut l'être. Une rapide présentation de ce qu'est le CISRA, très rapidement, pour que vous situiez un petit peu ce qu'est le collectif. On est un collectif de 112 associations d'usagers de la santé en Rhône-Alpes, un collectif qui lui-même est une association indépendante, juridiquement, financièrement, politiquement. Nous sommes liés au CIS national par un contrat de réseau et des labels, mais au niveau régional, on a notre existence propre. Notre objet, c'est la promotion et la défense des droits individuels et collectifs des usagers du système de santé, de tous les usagers du système de santé. Sous le terme santé, nous, on met le sanitaire, le social, le médico-social, la prévention. On a un certain nombre d'actions qui sont les suivantes. Donc, animer, coordonner et développer un réseau de représentants des usagers, former des représentants des usagers, promouvoir les droits des usagers, faire entendre leur voix et enfin, dans la mesure du possible, participer à l'évolution du système de santé. Alors je voudrais procéder à un petit sondage très rapidement. Ça tient en une question. Qui parmi vous connaît l'existence des représentants des usagers? Levez la main. Une personne, 3, allez, 5, 6... 7, oui, c'est à peu près la proportion en général. Pour faire très rapide, les usagers aujourd'hui disposent d'une représentation dans la quasi-totalité des instances de santé publique, mais aussi au niveau des établissements de santé. Sachez qu'il existe des instances au sein desquelles les usagers sont représentés par des représentants des usagers et lesquels portent la voix des usagers. Et nous, notre boulot, c'est de les aider dans leur mission, de les coordonner, d'animer leur réseau, pour les aider à porter cette fameuse voix des usagers. J'en profite pour dire que cette fameuse représentation des usagers, elle est particulièrement difficile lorsqu'il s'agit de publics précaires. Je pense que vous le savez toutes et tous, la précarité, les parcours de santé en pointillé ne sont pas le meilleur terreau pour une représentation et une expression la plus fidèle des souhaits, des attentes des usagers de la santé. Néanmoins, au sein de notre collectif, nous avons un certain nombre d'associations qui travaillent autour de la précarité et qui nous font remonter un certain nombre de constat que le CIS national a regroupé en un plaidoyer en 2011 et voilà, je vais brosser un petit peu les constats qui ont pu être faits à l'époque, que j'ai un petit peu actualisé, et je vais aussi essayer d'apporter quelques éléments chiffrés sur la région et également sur la Loire plus spécifiquement. Alors moi j'aime bien définir un tout petit peu quand même les concepts dont on parle. Bon, de quoi on parle? On parle de santé, on parle d'accès à la santé. L'OMS a une définition extrêmement large de la santé comme une définition positive et non pas seulement négative, comme une absence de maladie ou d'infirmité, mais c'est bien un état de bien-être. Alors, après, cette définition est tout à fait, on va dire, utopiste, mais elle a le mérite de tirer vers un idéal intéressant. Et il faut savoir que la protection de la santé est un droit constitutionnel. Elle est, si je ne m'abuse, intégrée au préambule de la Constitution de 46, lequel est intégré au préambule de la Constitution de 58. Donc c'est bel et bien un droit constitutionnel. Mais un droit, pour qu'il existe, il faut lui donner des outils. Hein. C'est pas le tout de dire qu'on a le droit à la protection de la santé, encore faut-il pouvoir faire valoir ce droit. Et on a mis en place un certain nombre de dispositifs qui favorisent l'accès à la santé. Alors, Madame Després l'a dit tout à l'heure, c'est un empilement de dispositifs au fil des années. C'est parfois d'une certaine manière des rustines.
Mais ils ont le mérite d'exister et ils sont encore pas satisfaisants, loin s'en faut. Je vais revenir très rapidement sur les différents dispositifs. La CMU, la couverture maladie universelle, c'est la couverture de base qui permet à toute personne qui réside sur le territoire français de manière régulière depuis plus de 3 mois eh bien de bénéficier des remboursements obligatoires de l'assurance maladie. Ensuite, la complémentaire, eh bien, elle vient compléter cette couverture maladie en remboursant la part qui, elle, n'est pas prise en compte par l'assurance maladie. L'aide médicale d'État, elle, s'adresse aux personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de 3 mois. Et enfin, l'accès vient corriger l'aide à l'acquisition de complémentaires santé vient corriger les effets de seuil pour les personnes qui sont très légèrement au-dessus du plafond qui permet d'accéder à la CMU-C. Pour donner des éléments chiffrés, en France, il y a environ 2 200 000 bénéficiaires de la CMU. En Rhône-Alpes, 145 000 et dans la Loire, à peu près 15 000 personnes, ce qui représente 2% des usagers. Pour ce qui est de la CMU-C, en France, il y a 4 400 000 bénéficiaires de cette CMU complémentaire. En Rhône-Alpes, 292 000 et dans la Loire, 41 500, soit 5,4% des personnes. J'en profite pour préciser que s'agissant de la CMU-C, je viens de vous annoncer qu'il y avait 4 400 000 bénéficiaires. Sachez qu'il existe en tout 5 500 000 personnes qui sont éligibles au dispositif. Je vous laisse faire le calcul. Il y a donc 1 100 000 personnes à peu près qui sont éligibles au dispositif, mais qui n'en bénéficient pas. Pour ce qui est de l'aide médicale d'État, en France, on compte environ 220 000 personnes qui sont bénéficiaires, donc c'est vraiment quantité négligeable. Et enfin, s'agissant de l'ACS, 750 000 bénéficiaires, soit seulement 20% des personnes éligibles. Pareil, on a un taux de recours à l'ACS qui est assez faible. Alors, je suis quelqu'un d'assez binaire, donc je vais faire ma présentation de la manière suivante. On va brosser un certain nombre de constats et puis on envisagera ensemble les propositions qui sont portées par les associations du collectif. Alors, les constats, ils sont de plusieurs types. On observe d'abord que les situations de précarité sociale et financière, évidemment, mènent à un accès différencié au système de santé, que les situations de dépendance également freinent cet accès, et enfin, on observe un certain nombre de situations de relégation. Donc, je vais décliner un petit peu tout ça. Les situations de précarité sociale et financière. Un point de contexte, dans notre région, globalement, en Rhône-Alpes, les indices de précarité sont inférieurs aux moyennes nationales. On a en Rhône-Alpes 42,5% des foyers fiscaux qui sont non imposables, contre un peu plus de 45% en France. Il faut savoir malgré tout qu'il y a 2 territoires en Rhône-Alpes qui sont, eux, plus en difficulté. C'est notamment le territoire ouest avec un indice de précarité de plus de 48% et le sud qui a atteint les 50%. Pour ce qui est de la Loire, et après j'essaierai de réduire un petit peu les chiffres pour ne pas vous assommer complètement, 13% des personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui est le suivant. En fait, il représente 60% du revenu médian, soit 954 €. Même si le critère économique n'est pas un critère exclusif en matière de définition de ce qu'est la précarité et même la pauvreté, on considère quand même que c'est un indice déterminant. Alors, les personnes dites pauvres ou précaires sont souvent l'objet d'un phénomène de rejet assez marquant. Alors, il y a différentes explications à ce rejet. D'abord, on observe un paradoxe entre des besoins de santé importants et des prises en charge moindres.
On le sait, une personne qui est en situation de précarité investira son énergie et je dirais ses moyens dans les postes logement, nourriture, avant d'investir sur la santé. Or, il y a un certain nombre d'études qui montrent que justement, les personnes qui sont en situation de précarité sont les personnes qui ont le plus besoin d'avoir un accès facilité à la santé. Défaut d'accès à la prévention, d'information à la santé, je préfère le terme à l'éducation à la santé qui est un peu moins infantilisant. On a des problèmes de déterminants socioculturels, on en a parlé avec Madame Després. Une mauvaise hygiène de vie qui, globalement, viennent freiner cet accès à la santé alors qu'on a un besoin qui est accentué lorsqu'on est en situation de précarité. Ensuite, on observe une nouvelle perception de la figure du pauvre. La figure du pauvre, effectivement, évolue. Aujourd'hui, on est dans une phase de responsabilisation des personnes qui sont en précarité. On vient relativiser la responsabilité collective et on passe d'une logique assurantielle avec une solidarité collective à une logique contractuelle qui, elle, va venir responsabiliser l'individu. Donc on arrive à une marginalisation grandissante d'une frange de la population qu'on aura plus tendance à montrer du doigt qu'à une époque où, je dirais, le contexte était un peu plus faste. Le contexte social de l'impossible inclusion, la situation des sans domicile fixe. Je ne veux pas vous assommer de chiffres, encore une fois, mais sachez qu'en 2011, dans la Loire, il y a plus de 50% des demandes de logement d'urgence qui n'ont pas donné lieu à un hébergement. Et tout ça pour vous dire que on a une vraie difficulté concernant les personnes qui sont en situation d'errance ou qui n'ont pas de domicile fixe, dans la mesure où elles sont dans un cercle infernal. Cercle infernal qui est cette précarité du quotidien, du quotidien qui entraîne une impossibilité de pouvoir justifier d'une situation, de pouvoir conserver des papiers, d'avoir des repères spatio-temporels qui favorisent un accès à la santé. Comment s'affilier à une caisse d'assurance maladie quand on n'a pas de domicile, qu'on ne peut pas prouver une adresse, qu'on ne peut pas se domicilier. On sait que la domiciliation n'est pas évidente dans toutes les communes. Comment faire des démarches administratives quand on ne peut pas conserver ses papiers? Pour ceux qui ne bénéficient pas du RSA ou de la CMU, le seul recours pour soigner, ce sont les permanences d'accès aux soins. Je ne les ai pas définies tout à l'heure, mais ce sont des lieux qui accueillent tout le monde, sans distinction de statut. Et ces PASS, ces permanences d'accès aux soins, elles sont censées exister dans les centres hospitaliers. Je vais faire un tout petit point sur les PASS. En Rhône-Alpes, on a 33 PASS en place. Il y en a 6 dans la Loire. Elles ont le mérite d'exister. On s'aperçoit néanmoins que elles sont sous-dotées. Certaines servent, le budget de certaines sert à combler le budget d'autres services. On observe une espèce de fongibilité du budget des PASS au bénéfice d'autres services. On a des problèmes d'interprétariat, on a des problèmes de pluridisciplinarité. Tous ces problèmes entraînent une moins bonne prise en charge des publics des permanences d'accès aux soins de santé, publics des PASS qui, pour beaucoup, sont des personnes sans domicile fixe. Donc quel recours lorsque la PASS dysfonctionne ou n'existe pas à proximité de la personne, lorsque la personne ne dispose pas de la CMU ou de l'AME, ce sont les recours bien souvent associatifs. Donc on arrive à solliciter des associations comme Médecins du Monde, comme Forum Réfugiés, pour certains lorsqu'il s'agit de personnes en demande d'asile.
Je dirais que le tissu associatif vient combler, vient mettre une nouvelle rustine sur eh bien, les insuffisances des dispositifs existants. Ensuite, on a des obstacles qui sont liés au système de santé lui-même. Alors, les formalités administratives, les délais, absence de système déclaratif pour la CMU, tout ça évidemment eh bien, freine l'accès à la santé. Et puis un renoncement aux soins par les personnes elles-mêmes. On a un système de santé qui est complexe. Connaître et savoir préserver son système de santé, son capital santé, c'est quelque chose qui n'est pas inné. On l'a dit, il y a des déterminants socioculturels qui sont en cause et qui, pour certains, entraînent des formes de renoncement aux soins. Donc voilà, ces constats sur la précarité sont, je crois, relativement partagés. On peut également faire un certain nombre de constats sur les situations de dépendance et sur les dangers d'exclusion qu'elles entraînent. La dépendance, le handicap sont des situations que notre société est amenée à connaître et à devoir gérer de plus en plus. Or, on est aujourd'hui dans un contexte socio-économique qui est, vous le savez, assez peu favorable. On a un tissu social, même si la solidarité familiale est toujours présente, qui a tendance, malgré tout, un peu à se disloquer. Et les solidarités de proximité sont de plus en plus difficiles à mettre en œuvre. S'agissant des aides qui peuvent être apportées aux personnes en situation de dépendance, il faut savoir que structurellement, les allocations auxquelles les personnes en situation de dépendance ont droit les placent à un seuil qui leur donne souvent pas accès aux aides. Et ça donc les éloigne du système de santé. Même si on a entendu récemment des déclarations du gouvernement tendant vers une augmentation soit des aides, soit une baisse des niveaux de seuil. Un contexte de lieu de vie et une impossibilité de faire un choix. Aujourd'hui, les personnes qui sont en situation de grande dépendance ou de handicap, rester à domicile selon leurs souhaits également, ça aussi c'est un enjeu pour demain, ça s'avère extrêmement difficile. Un contexte social et une parole empêchée. Alors, la précarité du lieu de séjour, la situation de pauvreté liée à l'âge ou au handicap, l'absence d'un logement adapté, l'appartenance à certaines communautés rejetées, le fait aussi de vivre dans la rue, ce sont des obstacles qui empêchent l'accès aux droits et à la santé des personnes concernées, mais aussi à leur famille. Ces situations sont marginalisantes et elles conduisent à un délitement du lien social, et le droit à la parole lui-même est globalement nié, et ça renforce chez ces personnes la crainte d'une forme de représailles de la part de ceux et celles dont elles dépendent. Le sentiment d'avoir une vie où tout est menaçant, et donc ces personnes renoncent aux soins. Et enfin, les obstacles liés au dysfonctionnement du système de santé lui-même. Alors, l'organisation des soins est évidemment pas adaptée pour les personnes qui sont en situation de dépendance, de handicap. Les associations de personnes en situation de handicap le disent toutes. L'hôpital, qui est censé être le pivot du système de santé actuel, est le lieu le moins accueillant pour les personnes en situation de handicap. Au niveau de la médecine de ville, les médecins ne se déplacent presque plus. Les soins infirmiers, eh bien, on a une insuffisance de l'offre. Et donc, tous ces éléments font que, effectivement, on est dans une situation de dysfonctionnement structurel du système de santé. Enfin, les situations de relégation et une forme de silence complice de la part des autorités et de notre part à tous. J'ai distingué deux catégories de personnes, les illégaux et les immoraux, avec tous les guillemets que ça suppose.
Donc au regard du droit, on va parler des illégaux quelques instants. Les illégaux sont les détenus ou les personnes en situation irrégulière. Pour ce qui est des détenus, il y a généralement une absence de permanence médicale, pas de prise en compte du vieillissement et de la dépendance, un manque criant d'unités psychiatriques au sein des établissements pénitentiaires, et évidemment de lourdes carences, ces lourdes carences qui retardent l'accès au système de santé. Je pourrais aborder très longuement le non-respect également de la confidentialité du secret médical qui règne dans les contextes pénitentiaires. Juste un petit élément de chiffre. En France, il y a 78 000 détenus, en Rhône-Alpes 5 730 et dans la Loire autour de 1000. Donc, absence de prise en compte de la dépendance dans les situations d'enfermement, promiscuité qui évidemment dérègle l'accès aux soins. Ensuite, je vais vous parler 2 minutes des immoraux. Les immoraux, eh bien, on va parler des personnes, des travailleurs du sexe, on va parler de certains malades psychiatriques, on va parler des usagers de drogue. Alors, moi j'ai tendance à dire que ce sont des personnes qui sont d'une certaine manière enfermées dehors. Il y a un poids du contexte sécuritaire qui est extrêmement prégnant et qui fait que ces personnes-là ont tendance à avoir un moindre recours au système. Des obstacles qui sont eux aussi liés au système de santé, avec une demande de soins qui est entravée, avec une information qui est limitée, avec le respect des droits fondamentaux des personnes qui sont souvent bafoués, et un problème d'accueil dans les lieux de soins. Aujourd'hui, on peut affirmer qu'il n'y a aucun lieu institutionnel, y compris les PASS qu'on a abordés tout à l'heure, qui est réellement en capacité d'accueillir et de soigner ces personnes dont la parole demeure extrêmement peu prise en compte. Difficulté d'expression, hein, on l'a dit, dans les PASS, aujourd'hui, il y a peu d'interprètes, peu de médiateurs sociaux, peur de l'interlocuteur, etc. Il faut savoir que dans la rue, il y a 75% des personnes qui auraient besoin de soins psychologiques ou psychiatriques. Donc là, on rejoint, on est entre les immoraux et effectivement les personnes sans domicile fixe. J'en viens rapidement aux propositions. Je ne vais pas toutes les détailler. Je pense que l'une d'entre elles, peut-être la plus importante et la plus urgente, ce serait la création d'un régime commun, d'un régime de protection sociale commun qui constituerait en une fusion de la CMU et de l'AME qui mettrait un terme à cette stigmatisation des personnes qui sont bénéficiaires de l'AME, hein, qui se voient délivrer une véritable carte de personnes en situation irrégulière. Une affiliation automatique des usagers et un renouvellement des droits automatiques basé sur un système déclaratif qui permet d'éviter toute cette inertie avant de commencer à percevoir les premiers droits. Organiser un croisement de données entre les structures, parce que alors c'est marrant, on s'est aperçu que bien souvent on pointait du doigt les personnes qui abusaient du système. Alors c'est très facile, on va dire, on déploie des services, on effectue des études, et puis on va mettre un chiffre sur les personnes qui sont en situation d'abus de droit. Et moi je me dis que, le CIS et les assos se disent que si on mettait autant d'énergie à aller chercher les personnes qui ont vraiment besoin du système de santé, qu'on met d'énergie à dénoncer la petite frange de la population qui est en abus de droit, on ne serait pas à un taux de non-recours, de non-bénéfice de la CMU aussi important. Donc je pense que ça c'est un appel fort qu'il faut lancer au pouvoir public, que de mettre le paquet sur aller au-devant des gens, aller vers les gens qui en ont le plus besoin et faire ce suivi statistique des personnes qui sont écartées du système.
Généraliser le tiers payant, ça paraît une décision de bon sens pour ce qui est des personnes qui ont les ressources les moins importantes. Relever les plafonds, faire en sorte très simplement que lorsqu'on est bénéficiaire d'une aide, eh bien, au titre d'une situation de grande précarité, que cette aide-là permette par ailleurs d'obtenir une CMU, une CMUC par exemple, et qu'on ne soit pas bloqué par des situations par des effets de seuil qui sont tout à fait catastrophique et finalement assez peu corrigé par l'aide à la complémentaire santé notamment. Redéfinir le refus de soins et faciliter les recours des victimes de refus de soins. Où est-ce que voilà, ça aussi je pense que c'est une mesure qui est importante. Refuser une personne qui est bénéficiaire de la CMU, ce n'est pas seulement lui dire textuellement je ne prends pas de personnes qui sont en CMU. C'est aussi proposer un rendez-vous 6 mois plus tard. C'est aussi recevoir la personne 3 minutes plutôt que de la recevoir 15 ou 20 minutes comme on pourrait recevoir quelqu'un qui ne bénéficie pas de la CMU. Donc redéfinir ce qu'est le refus de soins et également faciliter les recours des victimes. Aujourd'hui, avec le SIS national et un certain nombre d'associations, on a mis en place des fiches de signalement qui permettent d'effectuer un suivi des refus de soins. C'est aujourd'hui très très peu utilisé parce que voilà, cette procédure est méconnue, mais tout ça va dans le sens d'un meilleur recours des victimes et d'une forme de dénonciation également des praticiens qui seraient dans l'excès et qui refuseraient systématiquement les personnes qui sont bénéficiaires de la CMU et des aides. Garantir l'accès aux soins dans les lieux d'enfermement, on en a parlé. Développer les PASS, leur donner les moyens nécessaires. Les PASS, c'est le dernier chaînon, juste avant les associations santé-précarité. Si on n'aide pas les PASS et si on ne les développe pas dans des proportions importantes, on passe à côté de toute une frange de la population qui est dans un grand besoin d'accès au système. Démultiplier les unités mobiles de soins et de prévention. Moi, je pense à la mission BUS de Médecins du Monde notamment, qui sont effectivement des unités qui, comme leur nom l'indique, se déplacent auprès des personnes en situation de précarité. On l'a vu, la démarche d'une personne en situation de précarité, elle n'est pas forcément simple quand il s'agit de s'adresser au système. Donc, il faut penser un système qui irait vers elle. Renforcer les moyens des établissements médico-sociaux en matière d'accompagnement social. Là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Développer les lieux de répit pour les usagers et leurs aidants. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais les aidants aussi sont des usagers du système de santé. Rendre accessible l'ensemble des lieux de soins et de santé. L'accessibilité, il ne faut pas l'entendre seulement au sens économique, financier. Il y a aussi une question d'accessibilité géographique, temporelle, parce qu'on peut très bien avoir un lieu de soins à 15 km, mais mettre 1h30 en transport en commun. Une accessibilité physique également. 2015, ça approche. Enfin, favoriser le maintien à domicile, ça c'est lorsque le domicile, bien sûr, existe. Je vous remercie de votre attention.